Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour à tous. Alors c'est Dr Merazi Mohamed, enseignant-chercheur à l'École nationale polytechnique d'Oran-Mori-Soudan. Sur cette vidéo, je vais vous faire la présentation de la matière cours RDM3, chapitre 1 intitulé Déformation des poutres fléchies, précisément méthode d'intégration. Ce cours est adressé essentiellement aux étudiants de 4e année cycle ingénieur polytechnique de la filière génie civil, spécialité bâtiment durable et à d'autres spécialités éventuellement, bien sûr, dans le domaine sciences et technologies. Alors on va commencer par une introduction comme vous pouvez la voir ici. Vous avez la figure qui montre la carte mentale de la matière RDM3 et qui englobe les 3 chapitres en vigueur. Donc vous avez le premier chapitre qu'on vous voit ici, déformation des poutres fléchies. Et donc sur cette vidéo on va s'intéresser beaucoup plus sur ce chapitre-là, encadré en rouge. Alors avant de commencer le cours, j'ai pensé à faire un test des prérequis pour évaluer en fait les connaissances et les capacités de chacun d'entre vous. En fait, ce test d'entrée se résume en 2 questions que vous devez répondre. Donc vous prenez une feuille et vous répondez à ces 2 questions qui sont affichées sur ce diapositive. Je vous laisse 10 minutes et après je vais passer prendre vos réponses. Après avoir terminé le test d'entrée, on va commencer à étudier le premier chapitre intitulé Déformation des poutres fléchies. Pour ce chapitre, il faut tout d'abord cibler les différentes visites d'apprentissage. Donc, à travers ce chapitre, on vise à atteindre un certain nombre d'objectifs spécifiques et l'apprenant doit acquérir certaines compétences. Il doit savoir comment définir la notion de l'action neutre, c'est-à-dire il doit comprendre son concept et sa position de façon précise vis-à-vis de la section droite. Aussi, il doit savoir comment caractériser la déformée d'une poutre soumise à la flexion simple. Ainsi, il doit connaître comment déterminer les expressions de déplacement par différentes méthodes. Et à la fin du chapitre, il doit être informé comment vérifier les limites de déformabilité des poutres en vigueur. Pour le contenu plus en détail, vous avez ici la figure qui montre la carte conceptuelle de cette matière RDM3, notamment le chapitre 1. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte mentale, ce chapitre est divisé en 3 parties. Alors, on va parler d'abord dans la première partie sur des généralités où sont exposées des définitions ainsi que quelques rappels sur la RDM. Ensuite, on va évoquer dans la deuxième partie qui est dédiée à l'étude des déplacements des poutres fléchies avec une démonstration sur tableau, bien sûr, de l'équation différentielle de la ligne élastique. En fait, la résolution de cette dernière se fait par 3 méthodes qu'on va voir par la suite pour le calcul de la flèche et de la rotation. Et à la fin, on va donner un exemple sur la superposition des déformations. Alors, avant d'entamer la détermination des expressions de déplacement, il faut tout d'abord clarifier certaines définitions. Et par définition, une poutre est un objet à la forme élancée, donc d'une des dimensions très grande par rapport à l'autre, bien sûr, avec une section constante ou qui varie progressivement et ayant une ligne moyenne rectiligne ou à fort rayon de courbure. On dit une poutre est sollicitée en flexion simple lorsque toutes les forces appliquées, soit réparties ou concentrées, sont perpendiculaires à la ligne moyenne. Donc, si on veut expliquer l'essai de flexion, alors on considère une poutre reposant sur 2 appuis soumise à des charges verticales, comme vous pouvez le voir sur la figure. Et donc, après déformation, cette poutre doit être fléchie et on constate que les fibres situées dans la partie supérieure, mentionnées en couleur rouge, sont sollicitées en compression, tandis que celles situées dans la partie inférieure en couleur orange sont sollicitées en traction. Et entre ces 2 régions, il existe une fibre grise qui reste ni comprimée ni tendue. On l'appelle la fibre neutre. D'où le plan intermédiaire en question est appelé surface neutre de la poutre. Alors pour une section droite de la poutre, la ligne correspondante à la surface neutre s'appelle axe neutre de cette section. Et cet axe passe toujours par un point particulier nommé CG, qu'on appelle centroïde au centre de gravité de cette section droite. À retenir que l'axe neutre, c'est le plan qui ne subit aucun allongement pendant la flexion d'une poutre. Les limites de la résistance des matériaux sont celles imposées par ces hypothèses. Les principales hypothèses de ce chapitre sont les suivantes. Premièrement, l'homogénéité, l'isotropie et la continuité du matériau. On suppose que le matériau possède les mêmes propriétés élastiques en tous les points de corps et dans toutes les directions en un point quelconque, et que le matériau est assimilé à un milieu continu. On a aussi l'élasticité et la linéarité du matériau. On suppose admis qu'en chaque point, contraintes et déformations sont proportionnelles et qu'après déformation, l'élément revient à son état initial. Ainsi, l'hypothèse de Navier-Bernoulli, les sections droite reste plane et normale, c'est-à-dire perpendiculaire à la fibre moyenne au cours de la déformation. Cette hypothèse est relativement valable en général pour les poutres en flexion, à moins que cette dernière ne subisse des contraintes de cisaillement ou de torsion importantes par rapport aux contraintes de flexion axiale, donc le cisaillement est négligé. Par contre, dans les poutres très épaisses et courtes, les contraintes de cisaillement peuvent devenir importantes par rapport aux contraintes de flexion. Alors, lorsqu'une poutre est soumise à la flexion, sa ligne moyenne qui était droite avant déformation se déforme sous l'effet du moment fléchissant, comme il est mentionné en rouge sur la première figure. Donc, après déformation, l'allure de l'axe longitudinal de la poutre est appelée ligne élastique, comme vous pouvez le voir sur la deuxième figure. Maintenant, on va évoquer la deuxième partie qui est dédiée à l'étude des déplacements des poutres en flexion à travers l'équation différentielle de la ligne élastique, autrement dit l'équation de la flèche. Alors, de ce qui précède,
Si l'on connaît la déformée de la fibre neutre, on peut donc en déduire le déplacement de n'importe quel point de la poutre. Et dans la suite, on ne représentera que la fibre neutre pour représenter une poutre, comme il est indiqué sur la figure. En rappelant que la déformation dans le cas de la flexion est caractérisée par une déformation linéaire et une déformation angulaire. Dans la déformation linéaire est caractérisée par Y et U qui sont des composantes de déplacement linéaire du centre de gravité de la section considérée, c'est-à-dire par rapport à la fibre neutre. Et la déformation angulaire est caractérisée par θ, c'est l'angle de flexion mesuré à partir de l'axe X jusqu'à la tangente de la déformée. Cela veut dire au point où on veut calculer la déformation. Donc il est matérialisé par le K et le K' sur la figure. Alors les composants de déplacement linéaire U et Y, elles sont positives s'ils coïncident avec les directions des axes OX et OY. Par contre, θ est positif si la rotation est effectuée dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, sur cette diapositive, je vais citer quelques remarques importantes. Primo, on va se limiter à étudier les poutres rigides, donc on doit vérifier la condition de rigidité. Tel que Y max, c'est la flèche, donc c'est le déplacement vertical maximum au point d'abscisse X. Il est noté F dans quelques ouvrages. Pour la même poutre étudiée, on a la grandeur U qui est très petite devant Y, d'où on néglige son influence sur la déformation de la poutre. Et la déformée ne sera finalement caractérisée que par θ Y. Puisque pour les poutres rigides, θ est très petite, donc elle ne dépassera pas 1 degré, alors on admet que tangente θ égale à θ. Secondo, l'expression de l'équation de la déformation peut être obtenue à partir de la relation entre la courbure et le moment fléchissant, et donc un rappel avec une démonstration sur le tableau est nécessaire. Alors après démonstration, l'équation différentielle de la ligne élastique s'écrit. La dérivée seconde de y par rapport à x au carré égale le moment fléchissant exprimé en fonction de l'abscisse x divisé sur le module d'élasticité du matériau constitutif multiplié par le moment d'inertie de la section considérée. Alors, cette relation est valable dans l'hypothèse des petites déformations, dues principalement au moment fléchissant dans une poutre. Donc, pour déterminer la forme de la ligne élastique de la poutre, il faut résoudre l'équation précédente et trouver les expressions analytiques de la flèche et de la rotation. D'où la résolution de cette équation différentielle de la ligne élastique passe par 3 méthodes différentes, à savoir la méthode de l'intégration directe, la méthode de la poutre fictive et la méthode des paramètres initiaux. Et on va s'intéresser par la suite sur la première méthode. Après avoir compris la notion de la déformation dans une poutre fléchie, ainsi définir l'équation différentielle de la ligne élastique, maintenant on va s'intéresser sur la détermination des expressions des composants de déplacement, telles que la rotation et la flèche, par l'une des 3 méthodes qu'on a déjà citées précédemment, nommée la méthode d'intégration. Alors la résolution se fait dans l'ordre suivant. En intégrant une première fois l'équation de la ligne élastique, on obtient l'expression de l'angle de rotation θ de x. Donc θ de x égale la dérivée première de y par rapport à x égale moins l'intégrale du moment sur EI multiplié par dx plus c. Ensuite, en intégrant une deuxième fois, on aura l'expression de la flèche y de x égale moins le double intégral du moment sur EI multiplié par dx au carré plus cx plus d, tel que c et d sont des constantes d'intégration qui seront déterminées à partir des conditions aux limites. Sur cette dernière diapositive, je vais vous donner un exemple de calcul sur la dite méthode d'intégration. D'ailleurs, c'est un post-test sous forme d'une application numérique pour vérifier si l'apprenant a bien acquis les compétences visées par le cours. Alors, à propos de l'énoncé, donc c'est une poutre encastrée libre de longueur L et de section constante I, avec une rigidité E, supportant une charge concentrée à son extrémité libre. La question est de déterminer l'expression de la flèche Y de X et de la rotation θ de X de la poutre indiquée sur la figure, en utilisant la méthode d'intégration. Je vous laisse 10 minutes de réflexion et après j'expose la solution. Donc, cette solution est captivée de mon cahier FDM avec lequel j'ai étudié auparavant. En fait, ça donne une originalité à cette vidéo. Premièrement, on détermine l'expression du moment fléchissant, bien sûr. Ensuite, on remplace l'expression du moment dans l'équation de la ligne élastique. Puis, en intégrant une fois de l'équation, on obtient l'expression de la rotation θ de x. Par la suite, en intégrant une deuxième fois, et on aura l'expression de la flèche y de x. Après, on détermine les constantes d'intégration par la condition aux limites au niveau d'encastrement. Donc, pour x égale à L, on a y égale à θ égale à 0. Et on conclut avec les deux expressions encadrées en bleu, la rotation et la flèche respectivement. À la fin de cette vidéo, je vous propose quelques références bibliographiques. Et voilà, c'est la fin de la première partie du chapitre 1. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations ou des questions à poser. Et merci pour votre attention.